Et nous commençons donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous consacré aux actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors par quoi commence-t-on pour cette semaine d'actualité dans le monde de l'art, Sybille? Alors on commence par une vente qui a lieu aujourd'hui, c'est la vente Santou, cette marque iconique de design qui fête ses 75 ans. Alors la maison Adair organise une vente en hommage à cette marque et donc elle a lieu aujourd'hui à l'hôtel Drouot. Ce sont 150 environ meubles et objets qui vont être vendus et d'une estimation qui varie entre 50 € et 5 000 €. D'accord, des estimations plutôt basses par rapport à aux actualités auxquelles vous faites référence d'habitude. Oui, donc soit pour attirer le monde, soit pour rendre ces œuvres plus accessibles. En tout cas, il y a effectivement des prototypes de modèles assez connus qui sont présents. Par exemple, le prototype pour une variante de la chaise modèle TS, une pièce unique, qui est estimée entre 200 et 300 €. Il y a dans cette vente les pièces emblématiques du designer, qui va d'abord de la chaise paillée, puis aussi jusqu'aux modèles qui sont réalisés avec son cousin Roger Talon. Il y a notamment le mythique escalier M400. Et il y a notamment une version rouge laquée qui a été produite pour le musée des arts décoratifs. Donc attention à bien regarder la fiche détaillée des objets avant de faire ces enchères. Et alors la version rouge que nous avons vue apparaître. Côté nouvelle réglementation à présent, Sybille, le Parlement a voté la loi sur la restitution d'œuvres d'art. Vous nous en aviez déjà parlé d'ailleurs. Oui, voilà, on était venu sur ce sujet il y a quelques semaines parce que sur donc, la restitution d'œuvres d'art aux familles spoliées par les nazis, projet de loi avait été voté par l'Assemblée nationale à l'unanimité et donc cette semaine c'est le Sénat qui accepte aussi à l'unanimité ce projet qui concerne 15 œuvres d'art, par exemple le Rosier sous les arbres de Gustave Klimt ou encore Le Père de Marc Chagall. Ces œuvres-là vont pouvoir quitter les collections publiques, ce qui constitue une exception, mais il devrait y avoir une loi cadre pour faciliter à l'avenir les restitutions. En tout cas, nous y viendrons, ce sont les mots de la ministre Roselyne Bachelot. Et alors pour finir dans les actualités du monde de l'art cette semaine a également été marquée par un décès, Sybille. Voilà, donc c'est la pionnière de l'abstraction géométrique Carmen Herrera, peintre américano-cubaine, qui est décédée le 12 février à New York à 106 ans. Alors Carmen Herrera, c'est un style unique qui a seulement été découvert vers la fin de sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle a été récompensée par des prix et fait l'objet de rétrospectives. Son parcours a évolué indépendamment des mouvements artistiques célèbres des années 70, surtout portés par des artistes masculins. Et c'est seulement en 2004, alors qu'elle est âgée de 89 ans, qu'elle vend sa première toile. En tout cas, c'est ce que dit l'association AWARE, Archive of Women Artists Research and Exhibition. Et depuis, alors, elle a connu ce succès avec une grande rétrospective au Whitney Museum à New York en 2016. Et puis, encore jusqu'à cette année, elle était sur des projets importants comme un ballet avec Wayne McGregor à la Royal Opera House de Londres. Et puis, une exposition qui était prévue à la Leeson Gallery, qui est la galerie qui la représente, qui était pour marquer son 107e anniversaire. Merci beaucoup Sybille pour les actualités de la semaine et nous avons le plaisir de recevoir ensemble Françoise Benamou qui est en duplex avec nous. Bonjour Françoise Benamou. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Très bien. Et alors, vous êtes coprésidente du Cercle des économistes et notamment spécialisée dans l'économie de la culture. Et on va se demander ensemble si les musées font le marché. Première question, Françoise Benamou, est-ce qu'une rétrospective ou une exposition peut avoir un impact sur la valeur d'une œuvre ? Oh bien entendu, c'est extrêmement important. Vous savez, c'était mis en évidence il y a longtemps par une sociologue qui s'appelle Raymonde Moulin, qui est décédée aujourd'hui et qui avait écrit un livre un peu fondateur sur l'histoire du marché de l'art et sur la sociologie et l'économie du marché de l'art, qui s'intitulait L'artiste, l'institution et le marché, où elle expliquait justement que l'institution forgeait en quelque sorte la cote des œuvres. Et ce serait plus important une exposition ou alors une acquisition que va faire un musée ? Alors,
j'ai envie de dire les deux parce que quand les musées font des expositions, souvent il y a un lien avec, ça part de leur collection et en fait les acquisitions sont souvent le premier temps de la mise en évidence d'un artiste et ensuite de l'exposition. Donc les deux vont de pair, me semble-t-il. Mais c'est très important, c'est pas la seule relation, si je puis dire, entre le marché et le musée, mais ça c'est clair que ça joue beaucoup. Une exposition, même de stars, va faire encore plus monter la cote d'un artiste. Et il y avait eu, il y a pas mal d'années, peut-être une vingtaine d'années, à Brooklyn, une exposition des ce qu'on a appelé les Young British Artists, les jeunes artistes anglais, parmi lesquels il y avait notamment Damien Hirst, qui fera une très grande carrière ultérieurement. Et ensuite, les Saatchi, qui avaient organisé cette exposition, font une grande vente à New York. Et ça avait fait un peu scandale, justement, en disant mais c'est vraiment une relation de plus que de connivence, hein, d'intérêt mutuel que tissent ainsi les musées et les clubs collectionneurs. Et vous conseillerez du coup les investisseurs à vraiment scruter les mouvements des musées, leurs acquisitions, leurs expositions, etc. Oui, enfin c'est une relation réciproque en même temps. La proximité a plein de dimensions. Par exemple, vous avez dans les conseils d'administration ou ce qu'on appelle les board of trustees aux États-Unis, vous avez des collectionneurs déjà. Hein, ensuite, le collectionneur va éventuellement être aussi mécène d'une Oui. exposition. Donc ces relations sont fortes. Puis j'ajouterai une autre qui joue beaucoup, c'est le fait que les grands collectionneurs maintenant ouvrent des fondations et les compétences, les talents viennent souvent du public. Hein. Je ne parle pas seulement des talents des artistes, mais par exemple lorsque François Pinault fait appel à Emma Lavigne, qui est quelqu'un qui a complètement redressé, donné une nouvelle image au Palais de Tokyo, on voit bien cette relation encore qui se construit entre public et privé, si je puis dire. Du coup, il va y avoir des nouvelles relations entre les musées, pas seulement avec les collectionneurs, mais aussi avec qui vont se tourner plus vers un public et faire un choix plus précis des artistes qui vont exposer avec le public. Oui, enfin aujourd'hui, si vous voulez, une politique d'exposition des musées, elle a deux dimensions. Elle a à la fois une dimension qui est vraiment, comme vous le dites, tout à fait tournée vers le public, c'est-à-dire chercher le plus large public, ouvrir le jeu sans doute, et puis en même temps, bien entendu, faire valoir les collections, les nouvelles acquisitions et tisser des relations entre les différents musées. Donc les stratégies des musées sont aujourd'hui très complexes, hein, et le monde s'est ouvert en plus, il y a de plus en plus de musées, il y a une forme de concurrence qui s'établit, et à la fois vis-à-vis des collectionneurs, pour les achats, c'est devenu assez compliqué là aussi, et en même temps en matière de mise en valeur de tel ou tel artiste, et tout à fait particulièrement dans le monde de l'art contemporain. Et vous nous parlez des collections privées. Est-ce qu'il y a de plus en plus de musées privés qui vont faire concurrence à des musées publics et du coup, ça va avoir un impact sur le marché? Alors, le paysage français, tout particulièrement, change énormément. C'est-à-dire on a 1200 musées qu'on appelle musées de France, hein, qui sont les musées qui sont labellisés par le ministère de la Culture. Mais au-delà de ça, le paysage muséal a beaucoup changé ces dernières années avec l'ouverture de musées privés, de fondations. Il y en avait déjà, hein, il y en a qui sont historiques comme la Fondation MAG, mais beaucoup d'entre elles sont beaucoup plus récentes et ça donne un paysage totalement transformé et c'est extrêmement intéressant de regarder cela parce que on est à la fois dans de la concurrence et de la complémentarité. Je dirais la complémentarité parce que les uns ne peuvent pas faire tout à fait ce que les autres font. Quand vous prenez une fondation comme la Fondation Vuitton, elle a des moyens qui sont considérables. colossaux. Et bon, bien sûr, les musées ne peuvent pas jouer dans la même catégorie, mais en même temps, des complémentarités, celles que j'évoquais, c'est-à-dire le passage de conservateurs des fondations vers les musées ou réciproquement, mais aussi des complémentarités parce que, par exemple, quand vous prenez l'exemple de la Fondation Pinault, elle tisse des liens avec Beaubourg et elle a tout à fait l'intention de construire une politique d'exposition vraiment qui se conjugue avec celle de Beaubourg, qui se construit avec, et ça c'est extrêmement intéressant. Françoise Benamou, vous mentionnez donc une complémentarité entre musées et fondations, entre public et privé, mais aussi une sorte de concurrence. Est-ce que du coup on assiste à des effets de mode, notamment sur certains artistes ou certaines périodes artistiques en matière de valorisation d'œuvres ?
Oui, mais ça, il y a toujours eu des modes, hein. Il y a toujours eu des modes, il y a toujours eu des engouements. Rappelez-vous l'engouement pour Buffet, puis après ça a disparu, ou d'autres. Puis il y a des choses qui sont plus établies. Ce qui est certain, c'est que si une grande fondation décide de faire une exposition sur un artiste, les musées ne peuvent pas aller, ne peuvent pas suivre. Et on a le même sujet, je dirais, au sujet des acquisitions, hein. C'est un vrai problème, et notamment dans l'art contemporain. Acheter des œuvres d'art, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un musée. Je peux vous donner un exemple. Beaubourg, son budget d'acquisition, c'est 2 millions d'euros. C'est rien quand on regarde les prix sur le marché de l'art, notamment contemporain. Un tableau de Hockney récemment s'est vendu à un peu plus de 80 millions d'euros. Donc là, on a un vrai sujet, on a une vraie difficulté qu'il faut essayer de surmonter. Alors, que font les musées? Ils essayent de jouer de plus en plus la carte des donations, c'est-à-dire essayer de conduire les collectionneurs à donner soit à la fin de leur vie, c'est la donation, soit à faire des dons, hein, qui sont mis en avant évidemment et qui sont ensuite l'objet d'expositions, etc. Mais c'est une manière de se sortir de cette difficulté qui fait que plus il y a de musées, plus il y a de musées privés et publics, et plus il y a de musées au niveau international, et plus il est difficile d'acheter, y compris, d'ailleurs j'évoquais l'art contemporain, mais vous avez ça aussi dans un art plus établi, plus ancien. Prenez un Latour qui vient d'être acheté par le musée d'Abu Dhabi, il est clair qu'il n'entrera pas au Louvre. Donc, si je comprends bien, la question, c'est les musées font-ils le marché? Le marché, c'est la question qu'on voulait se poser ce matin. Et le constat que vous faites, c'est qu'on a d'un côté un éclatement des acteurs en matière de musées, et du coup, c'est plutôt les fondations qui feraient le marché, ou c'est caricatural ma vision des choses? Les collectionneurs, c'est un paradoxe, c'est-à-dire à la fois les musées font le marché d'une certaine manière, c'est une instance de légitimation, comme je disais, en dernier recours, mais en même temps les musées sont pauvres, donc c'est assez contradictoire, enfin relativement pauvres, donc ils doivent jouer sur les deux tableaux, et c'est vrai que c'est là où la relation avec les collectionneurs va se tisser et se construire, avec, comme je vous disais, des complémentarités, mais aussi beaucoup d'inquiétudes, parce que prenez nos grands milliardaires, ce sont de très grands mécènes des expositions, par exemple les grandes expositions du Grand Palais ne se seraient pas faites sans eux. Alors est-ce que, compte tenu du fait qu'ils ont aujourd'hui leur propre fondation, ils vont continuer à donner l'argent qui est nécessaire à ces grandes expositions? On est dans un entre-deux aujourd'hui, et c'est une construction d'un nouvel équilibre qui doit se faire. On ne l'a pas encore trouvé, hein. Mais il y a un nouvel équilibre de financement qui doit se trouver. Est-ce que vous pensez que les NFT pourraient être une solution pour les musées pour justement se financer? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Le British Museum a essayé, ça n'a pas été un grand succès. Bon, toutes les modes de financement peuvent s'additionner, hein, mais je crois que peut-être si ça se développe plus encore, ça pourra constituer un élément de plus dans le financement des acquisitions d'un musée. Mais comme je vous l'ai dit, il faut des sommes importantes, et il faut jouer sur différentes catégories de modes de financement. Ça peut être les achats, ça peut être ce qu'on appelle les libéralités, c'est-à-dire les dons, les donations, les legs, etc. Et puis ça peut être la préemption en vente publique. Oui. Merci beaucoup Françoise Benamou d'avoir répondu à nos questions pour essayer de comprendre un peu mieux cette économie du marché de l'art, et notamment comment se fait le marché. Françoise Benamou, je rappelle que vous êtes coprésidente du Cercle des économistes, et notamment spécialisée dans l'économie de la culture. Merci Françoise Benamou. Merci également Sybilla Oudjane donc pour les actualités du monde de l'art, journaliste donc spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.